Après qu'Elowen eut refusé de transmettre son héritage à son mari, Lachlan, celui-ci l'invita à une réunion de famille. À son arrivée, des avocats étaient prêts à la contraindre à signer, mais dès qu'ils lui remirent les papiers, Elowen sourit et dit « C'est drôle, j'ai amené quelqu'un aussi ». L'appel arriva à 6h47, un mardi matin, tirant Elowen de son sommeil par son urgence stridente. La voix de M. Peregrine grésillait dans le combiné, formelle mais teintée d'une pointe d'incrédulité qu'elle ne parvenait pas à définir, une sympathie mêlée d'incrédulité. « Madame Elowen Fairchild, je vous appelle au sujet de la lecture du testament de votre grand-père. Il y a eu, disons, des événements inattendus. Peux-tu être à mon bureau à 10h ce matin ?» Elle s'assit dans son lit, le cœur encore lourd des funérailles de grand-père Alaric, 3 jours plus tôt. L'odeur des lys de la cérémonie semblait flotter dans ses cheveux, un rappel constant de l'homme qui l'avait élevé après la mort de ses parents dans un accident de voiture alors qu'elle avait 12 ans. Lachlan s'agita à côté d'elle, son bras tendu par-dessus l'espace vide où elle était allongée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» marmonna-t-il, la voix lourde de sommeil. « L'avocat veut me voir au sujet du testament de grand-père, » murmura Elowen, balançant déjà ses jambes hors du lit. Quelque chose dans le ton de M. Peregrine lui noua l'estomac d'impatience et d'effroi. 2 heures plus tard, elle se retrouva assise dans le bureau lambrissé d'acajou qui sentait les vieux livres et le cuir, face à un document qui allait tout changer. M. Peregrine s'éclaircit la gorge nerveusement, ajustant ses lunettes à monture métallique en lisant les mots qui semblaient résonner dans le silence soudain. « À ma petite fille bien-aimée, Elowen Amorou Fairchild, je lègue l'intégralité de mes biens, y compris tous les biens, placements et liquidités, soit environ 2 millions de dollars. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle s'attendait peut-être à un petit souvenir, peut-être la vieille montre de poche qu'il avait toujours portée sur lui. Mais tout ? L'immense maison victorienne de Maple Street où elle avait passé son adolescence, la quincaillerie familiale depuis 3 générations, le portefeuille d'investissement qu'il avait constitué au fil de décennies de planification minutieuse, tout cela lui appartenait. « Je ne comprends pas, » balbutia Elowen, les mains tremblantes tandis qu'elle attrapait l'épaisse enveloppe portant son nom et l'écriture caractéristique de son grand-père. « Et les enfants de mon cousin, l'oncle Thorin ?» Il avait sûrement l'intention de la partager entre les membres de la famille. Monsieur Peregrine secoua gravement la tête. « Ton grand-père était très précis, Elowen. Il a mis à jour ce testament il y a 6 mois, et je peux t'assurer qu'il était parfaitement sain d'esprit. Il y a aussi une lettre personnelle pour toi. » Les doigts tremblants, elle déchira l'enveloppe. L'écriture familière de grand-père remplissait le papier à lettres couleur crème, chaque mot soigneusement choisi, comme si ces histoires du soir étaient toujours si magiques. « Ma chère Elowen, cela commençait ainsi, si tu lis ceci, c'est que je suis enfin parti rejoindre ta grand-mère pour la suite. Ne pleure pas pour moi, mon cœur. J'ai eu une vie bien remplie, et te connaître a été ma plus grande joie. Je te lègue tout, car tu es la seule à avoir vu au-delà de l'argent. Quand tu avais 16 ans et que je t'ai proposé de t'acheter une voiture, tu as demandé si on pouvait plutôt réparer la vieille Ford dans le garage, car elle avait du caractère et des histoires à raconter. Quand tes cousins venaient te rendre visite et commençaient immédiatement à calculer ce qu'il hériterait, tu t'asseyais avec moi sur la balancelle et tu m'interrogeais sur mon enfance, sur le jardin de ta grand-mère, sur les rêves que j'avais abandonnés pour bâtir cette fortune. Tu as bon cœur, Elowen, mais je m'inquiète pour ton mari. J'ai vu ses yeux s'illuminer lorsqu'il pense à l'argent, comment il oriente les conversations vers mes projets commerciaux et mes stratégies d'investissement. Fais attention à qui tu confies ce cadeau, ma chère. Ceux qui prétendent t'aimer ne t'aiment pas tous pour les bonnes raisons. Faites fructifier cet héritage. Construisez en quelque chose de beau et souvenez-vous, vous ne devez rien à personne, quoi qu'on puisse dire. Oh, mon amour, grand-père Alaric. Elle pressa la lettre contre sa poitrine, les larmes ruisselant sur ses joues tandis que le poids de ses mots l'envahissait. Il avait vu quelque chose qu'elle avait été trop confiante pour reconnaître. Le souvenir du comportement de Lachlan lors des réunions de famille prit soudain une autre tournure. Son rire, un peu trop fort, aux blagues de son grand-père,
sa façon de se porter volontaire pour aider au jardinage dès qu'il était question de testament ou de planification successorale. Le trajet du retour était surréaliste, comme un rêve où tout semblait pareil mais semblait fondamentalement différent. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil aux chèques certifiés dans son sac à main, dont le montant était presque incompréhensible, 2,4 millions de dollars. C'était plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir, plus que ce que Lachlan et elle avaient gagné ensemble en 5 ans de mariage. Lachlan l'attendait dans la cuisine lorsqu'elle franchit la porte, son ordinateur portable ouvert sur le plan de travail en granit qu'ils avaient économisé pendant des mois. Il leva les yeux, l'air impatient, ce sourire enfantin dont elle était tombée amoureuse 7 ans plus tôt illuminant son visage. « Alors, que t'a laissé le vieil homme ? Je parie que c'est ce bijoutier ancien de la collection. Les perles de ta grand-mère t'allaient toujours à ravir. » Elle posa soigneusement son sac à main, scrutant son expression. Il y avait quelque chose d'impatient dans ses yeux, une lueur qui lui rappela avec gêne les avertissements de son grand-père. « En fait, il m'a tout laissé, Lachlan. Tout le domaine. » La tasse à café lui glissa des doigts et se brisa sur le carrelage dans une explosion de céramique et de liquide noir. Pendant un instant, il la fixa du regard, la bouche ouverte et fermée comme s'il n'arrivait pas à assimiler les mots. « Tout, murmura-t-il, et elle perçut dans sa voix quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, un mélange de calcul et d'excitation. « Tu veux dire la maison, l'entreprise, les investissements, tout ça ?» Elle se pencha pour ramasser les gros morceaux de la tasse cassée, cherchant à s'occuper les mains. Monsieur Peregrine dit que ça vaut environ 2,4 millions de dollars au total. Le rire de Lachlan résonna dans la cuisine, lumineux et légèrement surexcité. Elowen, tu te rends compte de ce que ça signifie? On est paré pour la vie. On peut rembourser l'hypothèque, acheter ce chalet dont on a toujours parlé, et peut-être monter cette entreprise de conseil dont je rêve. Cela changea tout. Mais tandis qu'elle levait les yeux vers lui, agenouillée par terre, entourée de fragments de céramique brisés, elle ne pensait qu'à la lettre de son grand-père, brûlante comme un tison dans son sac. La façon dont l'esprit de Lachlan s'était immédiatement tourné vers nous, et nos projets lui fit froid dans le dos, un frisson qui n'avait rien à voir avec le café renversé qui trempait son jean. Quelque chose de fondamental avait changé à cet instant, même si elle n'en comprendrait l'ampleur que bien plus tard. L'héritage n'avait pas seulement changé sa situation financière, il avait révélé des vérités sur son mariage qu'elle avait été trop confiante, trop amoureuse, ou peut-être trop effrayée à voir. Tandis que Lachlan continuait à parler avec enthousiasme d'opportunités d'investissement et de coentreprise, sa voix se fondant dans le bruit de fond, Elowen comprit que le plus beau cadeau de son grand-père n'était pas l'argent. C'était la clarté de voir enfin l'homme qu'elle avait épousé pour ce qu'il était vraiment. Le SMS arriva un jeudi après-midi, alors qu'elle réorganisait le bureau de son grand-père, essayant de décrypter des décennies de documents financiers et de lettres personnelles. Le nom de Lachlan apparut sur l'écran de son téléphone. Maman prépare le dîner du dimanche, réunion de famille à 14 h, ne soyez pas en retard. Le ton me semblait étrange. Lachlan n'utilisait jamais de points dans ses textos, et il ne qualifiait certainement jamais les dîners informels de sa mère de réunions de famille. Mais après une semaine de conversations de plus en plus tendues sur l'héritage, conversation qui se terminait toujours par Elowen disant qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir, elle se dit qu'il essayait peut-être d'arranger les choses avec un après-midi familial normal. Elle aurait dû se fier à son instinct. Dimanche arriva sous un ciel anormalement gris, le genre de temps qui rend tout lourd et menaçant. Elle avait passé la matinée sur la tombe de son grand-père, lui racontant l'étrange tension qui s'était installée autour de son mariage, tel un brouillard qu'elle ne parvenait pas à démêler. Les roses qu'elle avait déposées sur sa pierre tombale semblaient onduler dans la douce brise, comme s'il l'écoutait, l'invitant à la prudence. Lachlan était parti tôt ce matin-là, prétextant qu'il devait aider sa mère à se préparer. Mais lorsqu'Elowen s'engagea dans l'allée familière du modeste ranch où il avait grandi, elle remarqua plusieurs voitures qu'elle ne reconnut pas. Une élégante berline noire était garée à côté du pick-up de Rowan, et derrière elle, une BMW argentée qui n'appartenait à aucun membre de la famille de Lachlan. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle puisse frapper,
et le sourire de Lachlan sembla trop étiré sur son visage. Elowen. Le timing est parfait. Tout le monde est là. Tout le monde. Elle entra, remarquant immédiatement que la chaleur habituelle de la maison de sa mère était différente. Le salon avait été réaménagé, les chaises disposées en cercle autour de la table basse, comme dans une sorte de dispositif d'intervention. Lachlan, que se passe-t-il, demanda-t-elle. Sa mère, Imogen, sortit de la cuisine, l'air tendu, s'essuyant les mains sur un torchon. Oh, chérie. Les garçons ont pensé qu'il serait bon d'avoir de l'aide pour toute cette paperasse dont ils avaient hérité. Vous savez à quel point les documents juridiques peuvent être compliqués. C'est alors qu'Elowen les a vus, deux hommes en costume coûteux assis sur le canapé comme s'ils étaient chez eux, leurs mallettes ouvertes et leurs documents étalés sur la table basse en piles bien rangées. Le frère de Lachlan, Rowan, se tenait près de la fenêtre, évitant tout contact visuel, son habituel sourire facile remplacé par un air presque désolé. « Elowen, voici Peregrine Voss et Thorin Huxley », dit Lachlan d'une voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, autoritaire, presque autoritaire. Ils sont spécialisés dans la gestion de patrimoine et l'optimisation des successions. Je pensais qu'ils pourraient nous aider à trouver la meilleure façon de gérer la succession de grand-père Alaric. Le mot « nous » lui fit l'effet d'une claque. Elle regarda autour d'elle, assimilant la scène avec une clarté croissante. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une embuscade. Je ne me souviens pas avoir demandé de l'aide, dit-elle prudemment, la voix plus assurée qu'elle ne l'était. Son cœur battait fort, mais des années à observer grand-père négocier des affaires lui avaient appris à ne jamais montrer de faiblesse lorsqu'elle était acculée. Peregrine Voss se leva, tendant la main avec un charme d'entraînement. « Madame Fairchild, votre mari vous a expliqué la complexité de l'héritage. Nous sommes là simplement pour simplifier le processus et vous faciliter la tâche à tous les deux. La gestion successorale peut être complexe pour une personne sans expérience. » La condescendance dans sa voix lui donna la chair de poule. Elle lui serra brièvement la main, remarquant que son étreinte persistait un instant de trop, que son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Ce n'étaient pas des amis de la famille qui lui proposaient leur aide. C'étaient des requins que Lachlan avait amenés autour d'elle. Nous avons préparé des documents qui établiront une fiducie conjointe, ajouta Thorin Huxley en désignant les papiers étalés sur la table. C'est vraiment l'approche la plus judicieuse pour les couples mariés, transparence totale, partage des décisions et avantages fiscaux optimaux. Elowen s'approcha de la table basse et parcourut les documents. Même sans ses lunettes de lecture, elle comprenait suffisamment le jargon juridique pour comprendre ce qu'il demandait réellement, transfert d'actifs, contrôle conjoint, option de liquidités immédiates. Il voulait qu'elle transfère la gestion de l'héritage de son grand-père à une fiducie que Lachlan co-gérerait. C'est très attentionné, dit-elle lentement en prenant l'un des documents. Mais je n'ai pas encore eu le temps de tout revoir avec mon avocat. La température dans la pièce semblait avoir baissé de plusieurs degrés. La joie de Lachlan s'intensifia et elle surprit Rowan qui s'agitait mal à l'aise près de la fenêtre. Imogen avait disparu dans la cuisine, visiblement réticente à l'idée de ce qui allait se passer. « Elowen, inutile de compliquer les choses », dit Lachlan d'une voix aigre qu'elle n'avait entendue qu'une seule fois, lors de leur pire dispute, 3 ans plus tôt, lorsqu'elle avait remis en question un important retrait de leur compte épargne. Ces messieurs ont géré des centaines de successions. Ils savent ce qu'ils font. J'en suis sûr, répondit-elle en reposant le document, mais grand-père m'a légué l'héritage spécifiquement. Je pense que je dois à sa mémoire de m'assurer de bien comprendre chaque détail avant de prendre une décision. Peregrine Voss échangea un regard avec Lachlan qui lui retourna l'estomac. Il y avait quelque chose de calculateur dans ce regard, quelque chose qui suggérait que cette conversation avait été préparée. Madame Fairchild, dit Voss d'un ton plus insistant. Le temps est un facteur important, tout comme les conditions du marché et les implications fiscales. Tout retard peut coûter cher. Votre mari ne fait que défendre vos intérêts. Notre intérêt supérieur, corrigea Lachlan, et voilà la vérité révélée. Il ne s'agissait pas de l'aider à gérer un héritage.
Il s'agissait pour Laclan de mettre la main sur de l'argent qui ne lui était pas destiné. Elle observa à nouveau la pièce, admirant tout avec une clarté cristalline. Les meubles disposés, les documents professionnels, la façon dont chacun était positionné, comme s'il s'approchait d'une proie. Même Rowan, qui avait toujours été gentil avec elle, ne pouvait soutenir son regard. Mais Laclan avait commis une erreur cruciale. Il l'avait sous-estimée. Elle fouilla dans son sac et en sortit son téléphone, faisant semblant de regarder l'heure. « Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison de demander l'aide d'un professionnel. » Le visage de Laclan s'illumina, pensant avoir gagné. « Je savais que tu comprendrais. » Elle sourit, submergée par une vague de satisfaction, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. « C'est pourquoi j'ai demandé à mon avocate de passer. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. » Le visage de Laclan se vida. « Votre avocate? » Séraphina Lannes, dit Elowen en ouvrant la porte comme sur un signal. Elle est spécialisée dans la protection des héritages et la prévention des fraudes. Chose amusante, elle avait des idées très intéressantes sur les maris qui tentent de manipuler leurs épouses pour qu'elles cèdent leurs biens hérités. Séraphina franchit le seuil, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa présence imposant immédiatement le respect. À 62 ans, elle s'était forgé une réputation d'avocate spécialisée en droit successoral parmi les plus redoutables de l'État, et son regard bleu perçant balayait la pièce du regard. « Bonjour à tous, dit-elle aimablement, même si son ton était empreint d'une autorité indéniable. J'espère ne pas interrompre quelque chose d'important. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La confiance de Laclan se brisa comme de la glace sous la pression, et soudain, il ressembla exactement à ce qu'il était, un homme pris au piège dans une trahison de la confiance de sa femme en plein jour. Tandis que la présence de Séraphina emplissait le salon d'Imogen tel un champ de force d'autorité légale, l'esprit d'Elowen se mit à retracer cette année de mariage, reliant des points auxquels elle avait trop fait confiance, ou peut-être trop peur de voir. La confrontation qui se déroulait devant elle ne concernait pas seulement l'héritage, c'était l'aboutissement d'un schéma avec lequel elle vivait depuis si longtemps qu'il était devenu normal. En voyant le visage de Laclan alterner entre choc, colère et désespoir, elle se souvint soudain de leur dîner d'anniversaire chez Romano. Elle avait été ravie de le surprendre en lui annonçant une promotion au sein de l'agence de marketing, assortie d'une augmentation de salaire de 15%. Mais au lieu de se réjouir, Laclan s'était immédiatement mis à calculer ce qu'il pourrait faire avec cet argent supplémentaire. « C'est le moment idéal, ma belle », avait-il dit en coupant son steak sans même la féliciter. « J'ai étudié cette opportunité d'investissement, le minage de crypto-monnaies. On pourrait utiliser ta levée comme capital d'amorçage. » Lorsqu'elle avait hésité, suggérant qu'ils discutent ensemble de décisions financières importantes, son sourire avait vacillé un instant. « Elowen, tu sais que je suis meilleur que toi en chiffres. Fais-moi confiance. » Cette phrase, croyez-moi, était devenue sa réponse habituelle chaque fois qu'elle remettait en question un aspect financier, et il lui avait insinué que le remettre en question signifiait qu'elle ne croyait pas en nous. Le souvenir de cette conversation était différent maintenant, teinté par la conviction que Laclan n'avait jamais considéré sa réussite comme une chose à célébrer, mais plutôt comme une ressource à gérer, tout comme il essayait de gérer l'héritage de son grand-père. Madame Fairchild, la voix de Séraphina la ramena au moment présent. Peut-être devrions-nous examiner ces documents préparés par ces messieurs. Elle regarda Séraphina s'approcher de la table basse avec la précision d'un chirurgien, son œil expérimenté parcourant les papiers que les avocats de Laclan avaient disposés comme un piège. Mais pendant que Séraphina lisait, l'esprit d'Elowen poursuivait son douloureux voyage à travers l'archéologie de son mariage. Il y avait eu les vacances au Mexique qui étaient apparues sur le relevé de carte de crédit, un débit de $4000 qu'elle avait découvert en réglant des factures. Lorsqu'elle avait confronté Laclan à ce sujet, il avait ri, disant que c'était une surprise qu'il préparait depuis des mois. « Tu es toujours stressé par le travail ?» avait-il dit en la prenant dans ses bras avec ce sourire enfantin qui lui faisait trembler les genoux. « Je pensais qu'on aurait bien besoin de passer du temps ensemble. » « Tu ne veux pas passer du temps avec ton mari ? La culpabilité dans cette question était magistrale.
Comment pouvait-elle être contrariée par un geste romantique? Comment pouvait-elle se plaindre que son mari veuille l'emmener en voyage de rêve? Mais elle n'avait jamais accepté de dépenser cet argent. Ils avaient économisé pour un acompte sur une maison, et ces $4000 avaient anéanti des mois de gestion budgétaire rigoureuse. Pire encore, l'incident avec la BMW, 2 ans plus tôt. Elle était rentrée du travail et avait trouvé une berline argentée rutilante dans leur allée, Lachlan s'y était appuyé, les clés pendant au doigt comme s'il avait gagné à la loterie. Surprise, avait-il crié, son excitation contagieuse. Je nous ai trouvé une voiture. Nous. Elle avait fait le tour du véhicule, remarquant l'intérieur impeccable, le pack technologique et le système audio haut de gamme. Lachlan, nous avons déjà une voiture, et nous n'avons certainement pas l'argent d'une BMW. C'est un leasing, avait-il expliqué, comme si cela justifiait tout, et elle est à ton nom car ton score de crédit est plus élevé. Les paiements sont parfaitement gérables. Gérables pour qui, se demandait-elle, sans toutefois le dire à voix haute. Au lieu de cela, elle s'était retrouvée à trouver des excuses pour justifier leur besoin d'une voiture de luxe, pourquoi il était logique d'étirer leur budget, pourquoi le bonheur de Lachlan valait le stress financier qui l'empêchait de dormir. Mais l'incident cryptographique avait été la pire trahison de toutes, même si elle ne l'avait pas perçue comme telle à l'époque. Grand-père leur avait donné $8000 pour réparer le toit après une saison de tempête particulièrement violente. L'argent était accompagné d'instructions explicites. Assure-toi de bien réparer ces bardeaux, Elowen. Je ne veux pas que toi et Lachlan ayez à gérer les dégâts des eaux. Elle avait supposé que Lachlan appellerait l'entreprise de toiture qui leur avait demandé des devis. Au lieu de cela, il déposa le chèque et lui annonça qu'il avait trouvé une meilleure opportunité d'investissement. La crypto-monnaie, c'est l'avenir, Elowen, avait-il dit au cours du dîner, les yeux brillants de la ferveur d'un converti. Mon ami Jasper a gagné $30 000 en 6 mois. Si nous investissons $4000 en Bitcoin maintenant, nous pourrions doubler ce montant d'ici Noël. Et le toit? Nous utiliserons les bénéfices pour le réparer et il nous restera de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Le toit n'a jamais été réparé cette année-là. L'investissement en crypto-monnaie s'est effondré en 2 mois, emportant avec lui la moitié du cadeau de grand-père. Ils ont fini par colmater les fuites les plus importantes avec des bâches et des prières, attendant le printemps suivant, où Elowen a discrètement utilisé son bonus pour embaucher des entrepreneurs. Grand-père ne posait jamais de questions directes sur le toit, mais elle l'avait surpris en train de regarder le plafond lors de sa dernière visite, ses mains usées par le temps traçant des traces d'eau qui n'auraient pas dû être là. La déception dans son regard avait été plus profonde que n'importe quelle dispute. Elowen, la voix de Séraphina interrompit son tourbillon de souvenirs. Ces documents sont très intéressants. Monsieur Voss, pourriez-vous nous expliquer la section relative aux droits de liquidation immédiate? Alors que les avocats entamaient une discussion tendue sur la terminologie juridique et les responsabilités fiduciaires, Elowen se souvint des mémos vocaux qu'elle avait découverts sur le téléphone de Louglin la semaine dernière. Elle cherchait le numéro de téléphone d'un restaurant lors de ses derniers appels lorsqu'elle avait accidentellement ouvert son application de mémos vocaux, contenant des dizaines d'enregistrements datant de plusieurs mois, où Louglin se parlait à lui-même de stratégies d'investissement et d'optimisation des actifs. Mais celle qui l'avait glacée remontait à seulement 3 jours après les funérailles de son grand-père. Dès qu'Elowen aura signé les papiers de la fiducie, j'aurai le contrôle conjoint, avait-il murmuré au téléphone. Jasper pense que nous pouvons revendre la propriété d'ici 6 mois si nous fixons le prix juste. La collection d'antiquités du vieil homme devrait à elle seule valoir des sommes à 6 chiffres. Il avait planifié tout cela avant même l'enterrement de son grand-père. Pendant qu'elle pleurait, choisissait les fleurs et rédigeait les avis de décès, Louglin calculait les profits et planifiait comment monétiser son héritage. Prendre conscience qu'elle avait été mariée à un prédateur financier pendant 7 ans aurait dû la bouleverser. Au lieu de cela, debout dans ce salon, entourée des preuves de sa trahison, elle ressentit une lucidité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Chaque dispute où il lui avait fait sentir qu'elle n'était pas raisonnable de vouloir de la transparence, chaque achat effectué sans discussion,
chaque fois qu'il avait balayé ses inquiétudes sous prétexte d'incompréhension financière, chaque fois où sa réussite avait été présentée comme une opportunité, tout cela faisait partie d'un système de contrôle systématique qu'elle avait été trop confiante pour reconnaître. Mais maintenant que Sérafina avait démantelé son piège soigneusement tendu et que les avocats engagés par Louglin étaient de plus en plus mal à l'aise, elle comprenait enfin ce que son grand-père avait vu et contre quoi il avait tenté de la mettre en garde. L'héritage n'avait pas révélé la vraie nature de Louglin. Il lui avait simplement donné une cible plus large à viser. La clarté qui s'était cristallisée dans son esprit au cours des dernières minutes se transforma en une concentration bien plus puissante et stratégique. Tandis que les avocats de Louglin parcouraient leurs documents et échangeaient des regards de plus en plus nerveux, Elowen fouilla dans son porte-documents en cuir, celui-là même qu'elle portait depuis des années lors de présentations importantes à ses clients, et en sortit un épais dossier en papier craft rempli de preuves qu'elle rassemblait discrètement depuis une semaine. « Sérafina, dit-elle d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui lui parcourait les veines, je pense que ces messieurs seraient intéressés par quelques documents supplémentaires avant de poursuivre. » Elle posa le dossier sur la table basse, à côté de leurs papiers soigneusement rangés, et vit le visage de Louglin pâlir. Il connaissait ce dossier, il l'avait vu sur son bureau à la maison, et lui avait même posé des questions à ce sujet 2 jours auparavant. Elle lui avait dit que c'était pour le travail, pour des recherches clients. D'une certaine manière, ce n'était pas un mensonge. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pérégrine Voss, son sang-froid professionnel s'effritant légèrement lorsque Sérafina ouvrit le dossier avec la précision délibérée de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il regardait. « Des preuves » répondit simplement Elowen en sortant le premier document, un relevé bancaire qu'elle avait imprimé de leur compte commun. Cela révèle un schéma de transactions non autorisées s'étalant sur les 3 dernières années. Réservation de vacances, location de voitures de luxe, investissement en crypto-monnaie, le tout effectué à mon insu et sans mon consentement, avec des fonds destinés à des fins spécifiques. Le frère de Louglin, Rowan, s'était éloigné de la fenêtre, son malaise évident lorsqu'il réalisa qu'il assistait à quelque chose de bien plus grave qu'une simple discussion d'héritage. Imogen avait complètement disparu, se cachant probablement dans sa chambre jusqu'à la fin de ce cauchemar. Elowen, ce n'était pas interdit, dit rapidement Louglin, sa voix adoptant le même ton persuasif qu'il avait utilisé pendant des années pour la faire douter de ses propres souvenirs. Nous avons discuté de toutes ces décisions. Tu étais là à chaque conversation. Elle a sorti son téléphone et a ouvert l'application mémo vocale avec un timing théâtral. En fait, Louglin, c'est intéressant que tu évoques nos conversations. J'en ai enregistré quelques-uns ces derniers temps. Le sang s'est vidé de son visage si vite qu'elle a cru qu'il allait s'évanouir. Tu sais? Mardi soir, a-t-elle dit en appuyant sur « play » sur l'enregistrement le plus accablant. La voix de Louglin emplit la pièce, faible mais d'une clarté indéniable. Une fois qu'elle aura signé, nous revendrons la succession d'ici 6 mois. Le vieil homme possède probablement des antiquités valant plus cher que la maison elle-même. Jasper pense qu'en agissant vite, nous pourrons tout liquider avant qu'elle n'ait le temps de s'émouvoir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thorin Huxley referma sa mallette, calculant visiblement si ses honoraires valaient les complications juridiques qui allaient survenir. Pérégrine Voss s'éclaircit nerveusement la gorge, trouvant soudain ses chaussures hors de prix fascinantes. C'est sorti du contexte, balbutia Louglin, mais son assurance habituelle s'était complètement évaporée. Je discutais simplement d'hypothèses. Chaque conseiller financier explore des scénarios différents. Sérafina sourit, le genre de sourire qui avait probablement intimidé d'innombrables avocats adverses au cours de ces décennies de pratique. Monsieur Fairchild, prétendez-vous être un conseiller financier agréé? Parce que je ne vois aucune qualification dans votre dossier de vérification des antécédents. Vérification des antécédents. La voix de Louglin se brisa légèrement. Oh, oui. Sérafina poursuivit d'un ton posé, sortant un épais document. Elowen m'avait mandaté pour mener une enquête approfondie sur d'éventuels conflits d'intérêts concernant cet héritage. C'était très sage de sa part, compte tenu de ce que nous avions découvert. Elowen regarda la pomme d'Adam de Louglin bouger tandis qu'il déglutissait difficilement, réalisant que pendant qu'il complotait contre elle,
elle construisait un dossier contre lui. L'élève avait finalement surpassé l'enseignante, sauf qu'elle n'avait jamais voulu de cette éducation. C'est du harcèlement, dit-il faiblement, mais la lutte l'épuisait déjà. Non, répondit Elowen en fouillant à nouveau dans le dossier. C'est de la transparence, un élément dont vous vous souvenez peut-être de nos vœux de mariage, la partie sur l'honnêteté et la confiance. Elle sortit la copie notariée de la lettre de son grand-père, celle qui lui brûlait le cœur depuis le jour où elle l'avait reçue. Je pense que tout le monde devrait entendre ce que mon grand-père pensait vraiment de cette situation. S'éclaircissant la gorge, elle lut à voix haute le passage le plus important. Je laisse tout à Elowen, car c'est la seule à avoir vu au-delà de l'argent. Je m'inquiète pour son mari. J'ai vu ses yeux s'illuminer lorsqu'il pense à l'argent, comment il oriente les conversations vers mes projets commerciaux et mes stratégies d'investissement. Fais attention à qui tu confies ce cadeau, ma chère. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un jugement d'outre-tombe. Lachlan tenta de l'interrompre, mais elle continua sa lecture. Elowen est la seule personne en qui j'ai confiance pour utiliser cet héritage à bon escient, pour construire quelque chose de significatif plutôt que de simplement le consommer. Elle a bon cœur, mais elle a aussi la force de protéger ce qui compte le moment venu. Le vieil homme était désemparé, dit Lachlan d'un ton désespéré, la voix plus forte. Il était sous traitement et ne savait probablement pas ce qu'il disait. On ne peut pas fonder des décisions juridiques sur les divagations de quelqu'un qui n'a pas les idées claires. C'est alors que Sérafina lui a asséné le coup de grâce. Elle a sorti un dossier médical, avec en tête officielle et signature de médecin. En fait, monsieur Fairchild, voici le dossier médical de votre beau-père datant de ces 6 derniers mois. Le docteur Winifred Ellis a effectué des évaluations cognitives complètes jusqu'à 2 semaines avant son décès. Ses facultés mentales étaient non seulement intactes, mais exceptionnelles pour un homme de son âge. Elle a feuilleté une page spécifique et lu le dossier médical. La patiente fait preuve d'une mémoire vive, d'un raisonnement clair et d'un excellent jugement. Aucun signe de déclin cognitif ni de confusion liée aux médicaments. Il est recommandé de poursuivre une vie autonome sans restriction de prise de décision légale. Le dossier médical a été un véritable choc pour Lachlan. Sa dernière défense désespérée, affirmant que son grand-père n'était pas compétent, venait de s'effondrer. Peregrine Voss et Thorin Huxley étaient déjà en train de rassembler leurs documents, leur instinct professionnel leur suggérant de prendre leur distance avec ce qui devenait clairement un désastre juridique. Messieurs, Sérafina s'adressa aux avocats avec un professionnalisme glacial. J'espère que vous comprenez que toute tentative de contraindre Madame Fairchild à signer des documents de transfert de biens hérités pourrait constituer une fraude, un abus d'influence et potentiellement une association de malfaiteurs. Je suppose que vous souhaiterez vous retirer immédiatement de cette affaire pour éviter tout problème d'ordre éthique avec vos barreaux respectifs. Ils n'ont pas pu plier bagages assez vite. Les papiers ont disparu dans des mallettes, les cartes de visite ont été discrètement rangées dans leurs poches, et en quelques minutes, les 2 hommes qui étaient arrivés pour aider Lachlan à voler son héritage se sont excusés poliment en prétextant avoir d'autres rendez-vous. Ce n'est pas fini, dit Lachlan, mais sa voix manquait de conviction. Il était un homme qui regardait son plan soigneusement élaboré s'effondrer en temps réel, réalisant que la femme qu'il avait sous-estimée l'avait complètement déjoué. Tu as raison, acquiesça Alohan en se levant et en rassemblant ses preuves dans le dossier. Ce n'est pas fini, mais la suite dépend entièrement de votre honnêteté quant à ce que vous m'avez déjà appris. Pour la première fois en 7 ans de mariage, Lachlan n'avait aucune réaction, aucun charme, aucune manipulation, aucun moyen de détourner la conversation à son avantage. Il était tombé dans son propre piège, et il découvrait maintenant à quel point sa femme, soi-disant naïve, avait appris à se défendre. Le trajet quittant la maison d'Imogen lui donnait l'impression de sortir de l'eau. Chaque kilomètre séparait Alohan de cette année de manipulation suffocante. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures en étaient blanches, mais pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer profondément sans avoir l'impression que quelque chose lui serrait la poitrine. Son Golden Retriever, Saffron, l'attendait à son retour, la queue frénétiquement agitée, comme si elle sentait le bouleversement qui venait de se produire dans leur vie.
Alohan enfouit son visage dans la douce fourrure de Safran, se laissant envahir par le réconfort familier de son amour inconditionnel, tandis qu'elle tentait d'assimiler la suite. La maison lui semblait différente, non plus comme chez elle, mais comme un musée de mensonges dans lequel elle avait vécu sans s'en rendre compte. Chaque meuble, chaque tableau au mur, chaque souvenir partagé semblait soudain souillé par la connaissance des pensées profondes de la clan depuis toutes ces années. Les plans de travail en granit dont il avait insisté pour qu'ils en aient besoin, la télévision géante qu'il avait achetée sans la consulter, la collection de vins qu'il avait constituée avec l'argent qu'elle pensait destiné à sa retraite. Tout cela lui semblait la preuve d'une vie qu'elle avait été piégée et forgée. Elle ne pouvait pas rester là, ni ce soir, ni peut-être jamais. Le mardi matin, elle avait trouvé un studio meublé à l'autre bout de la ville, petit, propre et parfaitement à elle. La propriétaire, Madame Amaury, âgée, n'a posé aucune question lorsqu'Alohan a payé 6 mois de loyer d'avance en espèces et lui a expliqué qu'elle devait emménager immédiatement. Elle lui tendit simplement les clés et dit, « Parfois, on a tous besoin d'un nouveau départ, ma chérie. » Safran s'adapta plus vite à leur nouvel espace qu'Alohan, faisant de cet endroit ensoleillé près de la fenêtre son nouvel endroit préféré pour faire la sieste. La voir s'installer avec un tel contentement rappela à Alohan que le bonheur ne nécessitait pas de superficie ni de plan de travail en granit. Il lui fallait la paix, une chose dont elle n'avait pas réalisé qu'elle manquait jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Le premier texto de Louglin arriva à 6h23 mercredi, « Alohan, il faut qu'on parle. » Tout cela n'est qu'un énorme malentendu. Elle l'a supprimé sans répondre. Les messages ont continué d'affluer tout au long de la semaine, chacun étant une véritable leçon de manipulation déguisée en remords. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça ensemble. Tu gaspilles 7 ans pour de l'argent. C'est vraiment ça que tu veux? Je t'aime. Ça ne compte pas? Ce dernier rire la fit rire, un rire amer et creux qui résonna dans son petit studio. Ce que Louglin ressentait pour elle n'avait jamais été de l'amour. C'était de la possession, du contrôle, la satisfaction d'avoir quelqu'un qu'il pouvait façonner pour servir ses intérêts. Le véritable amour ne manigance pas en secret et ne cherche pas à voler la personne qu'on prétend chérir. Jeudi, elle apporta des fleurs à son bureau, une immense composition de roses blanches que son assistante Isolde lui apporta en levant les sourcils et en dissimulant à peine sa curiosité. Sur la carte, on pouvait lire « Je suis désolé. Laissez-moi arranger ça. » Ton admirateur secret. Un admirateur secret, demanda Isolde, mais Alohan était déjà en train de jeter le bouquet dans la poubelle à côté de son bureau. Quelque chose comme ça, répondit-elle en se retournant vers son écran d'ordinateur. Ce geste symbolique était étonnamment libérateur, l'offensive de charme de Louglin atterrissant exactement là où elle devait être. Le geste majeur de vendredi, c'était Louglin lui-même, debout dans le parking à sa sortie du travail, un autre bouquet à la main et affichant son expression la plus contrite. Il l'attendait visiblement depuis un moment, prévoyant probablement son arrivée pour la surprendre au moment le plus vulnérable après une longue journée. « Alohan, s'il te plaît. » cria-t-il alors qu'elle s'approchait de sa voiture. « Écoute-moi bien. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Elle s'arrêta, observant l'homme avec qui elle était mariée depuis 7 ans. Il paraissait plus petit, diminué par la conscience que son masque était enfin tombé. Que pouvait-on bien dire qui changerait quoi que ce soit? J'ai fait des erreurs, dit-il en s'approchant. Mais nous sommes mariés. Ça doit vouloir dire quelque chose. On peut aller voir un thérapeute, et résoudre ce problème ensemble. Je vais changer. Je te le promets. Le changement de mots la fit presque rire à nouveau. Louglin, tu as essayé de me voler mon héritage. Vous avez fait appel à des avocats pour m'intimider et me forcer à renoncer au dernier legs de mon grand-père. Vous manipulez nos finances depuis des années à mon insu. Il ne s'agit pas de faire des erreurs. Il s'agit de qui tu es fondamentalement. Mais je t'aime, dit-il, et pendant un instant, elle crut presque qu'il pensait que c'était vrai. Non, répondit-elle doucement en ouvrant la portière de sa voiture. Tu aimes ce que je peux t'offrir. Il y a une différence.
Ce week-end-là, elle était assise dans son petit studio, les papiers du divorce étalés sur la minuscule table à manger, la tête de Safran posée sur ses pieds tandis qu'elle lisait attentivement chaque page. Sérafina avait été minutieuse, chaque bien protégé, chaque réclamation potentielle anticipée. Lorsque Louglin arriva à la section sur les différends irréconciliables, elle marqua une pause, la plume survolant la ligne de signature. Les larmes lui vinrent alors, mais pas pour les raisons qu'elle attendait. Elle ne pleurait pas parce que son mariage était terminé. Elle pleurait parce qu'il lui avait fallu si longtemps pour comprendre qu'il n'avait jamais vraiment existé. Ce qu'elle pleurait, ce n'était pas Louglin, mais les 7 années passées à croire en un amour qui, dès le début, avait été une œuvre d'art. Elle signa les papiers d'une main ferme, puis appela Sérafina pour fixer un rendez-vous pour les déposer dès lundi matin. La semaine suivante, Alohan fit quelque chose qui l'aurait horrifiée. Elle utilisa $50 000 de l'héritage de son grand-père pour créer la subvention à Alaric Fairchild pour l'amélioration de l'habitat, spécialement conçue pour aider les femmes qui avaient besoin de rendre leur logement plus sûr ou plus sécurisé. L'ironie du sort ne lui a pas échappé, l'argent que Louglin avait tenté de voler aiderait désormais d'autres femmes à échapper à des situations similaires. La procédure de demande de subvention était simple. Il suffisait de prouver que vous aviez besoin d'aide pour sécuriser votre domicile, et on vous offrirait jusqu'à $5 000 pour l'installation de systèmes de sécurité, le changement de serrure, les réparations ou les modifications. Aucune question sur les raisons de ces améliorations, aucun jugement sur votre situation. La première demande provenait d'une femme nommée Léora, qui avait besoin d'argent pour installer des serrures à peine dormant et des caméras de sécurité après avoir quitté une relation abusive. Lorsqu'Alohan a approuvé sa demande, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la satisfaction d'utiliser l'argent pour créer de la sécurité plutôt que de le voir utilisé pour la contrôler. Sérafina l'a aidé à placer le reste de son héritage dans une fiducie irrévocable, dont Alohan serait l'unique bénéficiaire et fiduciaire. Ainsi, a-t-elle expliqué, aucun futur partenaire, conjoint ou créancier ne pourra toucher à ces biens sans votre consentement écrit explicite. Vous avez appris une précieuse leçon sur la confiance. Faisons en sorte que tu n'aies plus jamais à l'apprendre. En signant les documents de fiducie, Alohan repensa à la lettre de son grand-père, à son avertissement de faire attention à qui elle confierait son don. Il savait quelque chose qu'elle avait été trop naïve pour voir, et maintenant son argent serait protégé exactement comme il l'avait prévu, sous son contrôle absolu, à l'abri de quiconque pourrait voir des dollars au lieu de la petite fille qu'il aimait inconditionnellement. Pour la première fois en 7 ans, chaque décision financière de sa vie lui appartenait. 6 mois après la signature des documents de fiducie, Alohan se retrouva devant la quincaillerie Fairchild, rue Elm, les clés lourdes au creux de la main, les yeux fixés sur l'enseigne défraîchie et fermée accrochée à la vitrine depuis l'AVC de son grand-père, 3 ans plus tôt. Le bâtiment paraissait plus petit que dans ses souvenirs d'enfance, mais la structure était solide, comme tout ce que grand-père avait construit. L'odeur la frappa dès qu'elle déverrouilla la porte d'entrée, sûre, polish pour métaux, et cette odeur indéfinissable de travail honnête qui imprégnait les vêtements de son grand-père chaque soir, lorsqu'il rentrait l'aider à faire ses devoirs. Des nuages de poussière dansaient sous la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les vitres crasseuses, et elle entendit presque l'écho de sa voix expliquant la différence entre un tournevis cruciforme et un tournevis plat à des clients devenus amis au fil des décennies de projets partagés. Ce n'est pas une question d'argent, Alohan. Il le lui a dit le jour de ses 16 ans, en désignant les rayons bondés d'outils et de quincaillerie. L'important, c'est ce qu'on construit avec. L'argent qui dort sur un compte en banque n'est que des chiffres, mais l'argent qui aide les gens à créer, à réparer, à améliorer leur vie, c'est ça qui compte. Debout dans ce magasin vide, elle comprit enfin ce qu'il avait essayé de lui apprendre pendant toutes ces années. La rénovation avait pris 3 mois et coûté une part importante de son héritage, mais voir l'espace se transformer lui donnait l'impression d'assister à une résurrection. Là où il y avait autrefois des étagères remplies d'écrous et de boulons, ils installèrent des établis et des postes à outils. L'arrière-salle, qui abritait autrefois les pots de peinture, est devenue une salle de classe avec des écrans blancs et des projecteurs. L'ancienne caisse a été remplacée par un bureau d'accueil où les femmes pouvaient s'inscrire à des cours de plomberie, d'électricité, de menuiserie et de réparation de petits moteurs.
Le centre de formation professionnelle pour femmes Fairchild a ouvert ses portes par une fraîche matinée d'octobre, avec 12 élèves suivant leur premier cours d'électricité de base. Alohan s'attendait à 6 ou 7 femmes, mais la nouvelle s'est répandue dans les refuges pour victimes de violences conjugales, les centres de placement et les associations locales plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu. Amari fut la première à s'inscrire. Mère de 2 enfants à la voix douce, elle avait quitté son mari après 20 ans de mariage et avait besoin de compétences pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle n'avait jamais manipulé d'outils électriques auparavant, mais dès la première semaine, elle réglait les interrupteurs d'une main sûre et avec une confiance croissante. « J'ai toujours voulu apprendre ça », raconta-t-elle à Alohan pendant une pause café, en fléchissant ses doigts enfin libérés de leurs alliances, mais il répondit que ce n'était pas un travail de femme, que je me ferais juste du mal et que je gaspillerais de l'argent pour des outils que je n'utiliserais jamais. Son histoire résonna dans le centre comme un refrain qu'Alohan apprenait par cœur. Il y avait Junipé, qui découvrit que son mari volait leur compte joint depuis des années pour financer ses dettes de jeu, Safran, dont l'ex-petit ami contrôlait tous les aspects de sa vie, y compris ses choix de carrière, et Léora, qui avait compris que l'indépendance financière signifiait plus qu'un simple emploi, c'était des compétences indélébiles. Chaque femme qui franchissait leur porte portait sa propre version de l'éveil qu'Alohan avait vécu dans le salon d'Imogen ce dimanche après-midi. La prise de conscience que la confiance avait été instrumentalisée contre elle, que l'amour avait été confondu avec le contrôle, qu'on les avait systématiquement poussées à douter de leurs propres capacités et de leurs valeurs. Mais là, au son déterminé des forêts et des lames de scie, quelque chose de magique se produisit. Des voix jusque-là réduites au silence ont commencé à s'exprimer sur des idées de projets et des préoccupations en matière de sécurité. Des mains qu'on avait dissuadées de toucher à quoi que ce soit d'important ont appris à mesurer 2 fois et à couper 1 fois. Des femmes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour gérer les finances ont calculé les coûts des matériaux et les estimations de main-d'œuvre avec une précision croissante. Alohan retrouva sa force en voyant la leur émerger. Donner un cours de plomberie de base à 8 femmes à qui on avait toutes reproché d'être trop émotives ou peu douées pour la mécanique devint un rappel hebdomadaire que les mensonges qu'on leur avait racontés sur elles-mêmes n'étaient que des mensonges. Un deuxième centre ouvrit 18 mois plus tard dans un ancien entrepôt de l'autre côté de la ville, cette fois axé sur la réparation automobile et la gestion de petites entreprises. À cette époque, Amari avait obtenu son certificat d'électricien et travaillait pour un entrepreneur local, gagnant 2 fois plus que ses précédents emplois. Junipé avait commencé son service de bricoleuse et Safran suivait depuis 6 mois un programme d'ingénierie dans un collège communautaire. Le matin de l'inauguration des nouvelles installations, Alohan accrocha le portrait de grand-père dans l'atelier principal, la même photo qui trônait sur le comptoir de sa quincaillerie depuis 30 ans, le représentant jeune homme aux mains calleuses et au regard bienveillant. Plusieurs journalistes étaient venus couvrir l'agrandissement, posant des questions sur le financement, l'impact sur la communauté et les projets futurs. Mais lorsque les caméras se sont arrêtées et que la foule s'est dispersée, elle s'est retrouvée seule dans l'atelier avec sa photo, se remémorant leur dernière conversation avant son AVC. Il s'inquiétait déjà pour la clan, mentionnant qu'il avait remarqué que le regard de son mari ne croisait jamais le sien pendant les dîners de famille, que la clan semblait toujours calculer quelque chose derrière son sourire. « Tu as un bon instinct, Alohan », avait-il dit en ajustant sa vieille casquette de baseball comme il le faisait lorsqu'il réfléchissait sérieusement à quelque chose. Ne laissez personne vous convaincre de les ignorer, et rappelez-vous, le meilleur héritage n'est pas l'argent, mais la connaissance de sa propre valeur. Un mois plus tard, l'avocat de la clan lui a envoyé un courriel demandant officiellement de revoir le partage des biens sur la base de nouvelles informations concernant l'acquisition de l'héritage. À lire le texte juridique, il était clair que la clan avait passé l'année précédente à chercher le moindre moyen de contester le testament de son grand-père ou de revendiquer une partie de ce qui ne lui avait jamais appartenu. Elle a transmis le courriel à Serafina avec une réponse d'une seule phrase, « Parlez à mon avocat ». La réponse de Serafina est arrivée dans l'heure, déjà traitée. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ce soir-là, dans l'atelier, observant leurs nouvelles élèves pratiquer les techniques de soudage sous la direction patiente de leur instructeur, Alohan ressentit une satisfaction plus profonde que tout ce qu'elle avait connu en 7 ans de mariage. Ces femmes n'apprenaient pas un métier uniquement pour gagner de l'argent, elles récupéraient des morceaux d'elles-mêmes qui avaient été systématiquement volés.
Alors qu'elle fermait le centre et rentrait chez elle, où Saffron l'attendait avec son enthousiasme habituel, Alohan s'arrêta pour contempler le bâtiment qui portait le nom de grand-père. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaleureuse, les outils étaient rangés en rangées ordonnées, et demain, de nouveaux élèves seraient prêts à découvrir ce dont ils étaient vraiment capables. « Tu avais raison », murmura-t-elle à sa mémoire, portée par la brise du soir. « J'ai fait en sorte que ça compte. » L'héritage lui avait donné la liberté financière, mais l'héritage qu'elle avait choisi de vivre, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.